Cette fois, je me trouve de nouveau à Liège, au CHU du Sarthe-Illemans. Je vais rencontrer Irène Campos. C'est une infirmière spécialisée dans le cancer. On appelle cette fonction coordinatrice de soins en oncologie. On va aller la rejoindre. C'était Patrice Goldberg. Il est le journaliste médical de cette série de podcasts sur les cancers. Il s'agit d'une initiative de la maison de production Tamara Twist, rendue possible grâce au soutien d'AstraZeneca. Bonjour madame, la route 605 s'il vous plaît. Vous pouvez prendre l'ascenseur, descendre au -1. Merci beaucoup. De rien. Ouverture de la porte avant. Je suis Irène. Bonjour, vous êtes Irène, bonjour. Pour commencer, peut-être quelques mots pour savoir précisément qui vous êtes. Donc, je m'appelle Irène Campos, c'est espagnol, et je suis infirmière en oncologie et en hématologie depuis plus de 20 ans. J'ai d'abord travaillé dans les soins, donc en service d'hospitalisation. Et puis, dans mon parcours de vie, je suis tombée malade. Donc, moi-même, j'ai eu un cancer. Et suite à ça, comme on dit souvent aux patients, il y a la vie d'avant, il y a la maladie, et puis la vie d'après. Et dans ma vie d'après, j'avais décidé de faire de ma maladie une force. Et donc, je me suis dit, tu peux apporter aux gens, aux patients, quelque chose que tes collègues n'apporteront jamais. Et donc, j'ai décidé de postuler pour être infirmière de coordination en oncologie. Et là, vous avez vraiment l'impression, et plus qu'une impression, vous êtes à votre place. Hein. Oui, c'est vraiment ma place. C'est vraiment un bon choix que j'ai fait. Je ne regrette pas du tout mon choix. Tous les jours, en sortant de l'hôpital, je me dis... j'ai fait vraiment une belle journée parce que j'ai apporté de l'aide aux patients et j'ai apporté de l'espoir aux patients. J'ai vraiment l'impression d'avoir accompli mon travail du mieux que je peux, en tout cas. Vous avez trouvé votre voie. J'ai trouvé ma voie, oui. Au bénéfice des patients. Exactement. Et de leur entourage, d'ailleurs, aussi. Et de leur entourage, c'est important. Comment est-ce que vous pourriez décrire votre rôle de infirmière de liaison, coordinatrice de soins oncologiques, non seulement dans les soins, mais aussi dans le soutien aux patients atteints de cancer? Donc, je me présente en disant que je suis infirmière de coordination. Et donc, je leur explique que je suis là pour faire le lien entre les médecins et eux, et qu'on est là avec mes collègues pour les accompagner tout au long du traitement. Du début jusqu'à la fin du traitement, et même en dehors du traitement. Parce qu'il faut pas se leurrer. Une fois qu'on a terminé le traitement, souvent les patients se sentent abandonnés parce qu'il n'y a plus de consultation, il n'y a plus d'examen, ils ne viennent plus toutes les semaines à l'hôpital. Donc on se sent un peu perdu. Et donc je leur dis que malgré que tout est fini, on est encore là pour les orienter vers des soins de support s'il y a besoin, qu'ils soient vus encore par la psychologue ou peu importe, revalidation. Donc je leur dis qu'on est là du début jusqu'à la fin et même après. Et aussi, vous apportez votre soutien aux proches, à l'entourage des patients, non? Ah, évidemment. De nouveau, je suis passée par là, donc je me suis rendu compte que le proche, donc ici en l'occurrence c'était mon mari, finalement souffre tout autant que la personne qui est malade, si même pas plus. Parce qu'elle retient plein de choses, elle ne dit pas tout, elle essaye de se contenir pour ne pas rajouter une couche au fait que son compagnon ou son binôme est malade. Effectivement. Il n'y a pas la souffrance physique, mais il y a la souffrance morale, beaucoup. Tout à fait, oui. Et alors, je suis ouverte aux familles, aux proches. Ils peuvent me téléphoner, ils peuvent être suivis aussi par les psychologues. Donc, nous sommes présents pour les familles, évidemment. Et donc, vous êtes impliqué dans tout le trajet de soins? On est impliqué dans tout le trajet de soins. Dès le diagnostic? Dès le diagnostic. Donc, on participe au comité oncologique multidisciplinaire. Donc, on annonce avec les médecins, on décide du traitement approprié au diagnostic. Une fois que le diagnostic est posé et que le médecin a vu le patient, à ce moment-là, donc, on prend un rendez-vous avec le patient avant qu'il ne commence ou à sa première cure. Et alors, à ce moment-là, on leur explique le trajet de soins, le planning, on leur donne un carnet de liaison avec les numéros de téléphone, les explications de la chimio, les soins de support, tout ce qu'il faut savoir pour le trajet de soins.
Alors justement, à propos de ce trajet de soins, est-ce que vous pourriez résumer quelles sont les différentes étapes d'un trajet de soins ? En règle générale, ça se passe à la COM, où on pose le diagnostic. La COM, c'est-à-dire la consultation oncologique multidisciplinaire. Tout à fait. Donc à ce moment-là, on pose donc le diagnostic et on choisit le traitement. Et c'est là alors que ça part dans tous les sens, parce qu'il peut y avoir chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie. Il peut y avoir juste chimiothérapie ou juste radiothérapie. Donc ça peut partir dans tous les sens. Donc l'infirmière de liaison, elle intervient surtout dans le trajet de soins, dans ce qui concerne radiochimio ou juste chimiothérapie. Donc moi, je m'occupe alors de faire le programme, l'agenda. J'inscris les patients à l'hôpital de jour. Je programme la mise en place d'un boîtier, d'un porte-à-4 ou alors d'un PICC line. Alors, vous pouvez juste expliquer techniquement ce que c'est qu'un PICC line, un porte-à-4. Tout le monde ne le sait pas, en quelques mots. Alors, le porte-à-4, c'est un petit boîtier qui est mis sous la peau, au niveau plus ou moins de la clavicule, droite ou gauche. Et alors, elle est reliée aux grosses veines du cœur, justement pour ne pas aller abîmer les veines du bras. Et donc, ça permet de piquer dans ce porte-à-4, oui, plutôt que de piquer directement dans les veines du bras, par exemple. Qui, à la longue, s'abîment, oui, et qui deviennent difficiles à piquer. Donc, c'est une protection, en fait. C'est un confort. Oui, tout à fait. Donc, la mise en place du porte-à-4, j'essaye de l'organiser avant qu'il ne commence. Ou alors, pour certaines chimios qui ne durent pas trop longtemps, on organise la mise en place d'un PICC line. Le PICC line, c'est comme un gros cathéter qu'on met dans une grosse veine dans l'avant du bras. Donc ça, j'organise avant la chimiothérapie. Une fois qu'ils commencent la chimiothérapie, on les voit à l'hôpital de jour. Comme support, on a un carnet de liaison. Et donc, dans le carnet de liaison, j'explique aux patients qu'il y a tous nos numéros de contact, parce que les patients peuvent nous joindre toute la semaine, par mail, par téléphone. Est-ce qu'on peut considérer que vous organisez toute la feuille de route du patient à la place du patient et il n'a plus qu'à, entre guillemets, suivre les différentes indications ? Exactement, oui. Vous le guidez ? Je le guide. Eh bien, écoutez, tant mieux pour la personne, patient ou patiente, bien entendu. Donc, à l'entretien, après, donc je commence à expliquer la chimiothérapie et tous les effets secondaires. Donc là, les effets secondaires, j'explique... Potentiel, oui. J'explique bien aux patients que tout ce que j'explique, ils pourraient tout avoir comme ils pourraient ne rien avoir. Mais je suis obligée de les répertorier parce que s'ils sont chez eux et qu'ils ont un effet secondaire auquel je n'y ai pas pensé, ils sont tout de suite stressés en se disant est-ce que c'est normal ? Est-ce que On m'a pas dit ça. On m'a pas dit ça. C'est ça. Donc voilà. Et puis alors, il y a tous les conseils diététiques que je donne en partie, parce qu'après, évidemment, ils sont vus par le diététicien. Automatiquement, j'envoie un message au diététicien pour que chaque patient soit vu avant de commencer la chimiothérapie. Quels sont les sentiments les plus fréquents que vous constatez chez les patients ? Généralement, c'est souvent de la peur. Hein, c'est tout à fait normal. Je dirais, le monde s'écroule autour d'eux. Certains ne s'attendaient pas du tout à un diagnostic pareil. La plupart. La plupart, oui. C'est souvent lors d'un examen de contrôle, parce qu'une petite douleur à droite, une petite douleur à gauche, et finalement on se retrouve avec un diagnostic de cancer. C'est vrai que c'est un peu difficile à accuser le coup. Donc beaucoup de peur, parfois de la colère. Les gens n'acceptent pas leur diagnostic. Ils pensent même que le médecin s'est trompé, qu'on est à côté de la plaque. Ils cherchent même des avis ailleurs. Ils demandent pour aller voir ailleurs, voir si le diagnostic est réel, pour confirmer le diagnostic ou pas. Et généralement, ils reviennent en disant « oui, finalement, l'oncologue a raison. À tel hôpital, on m'a dit la même chose. » Donc, ils reviennent. Parfois, le déni. Le déni, parfois les patients sont malades et... Non, c'est pas possible. J'ai jamais fumé, il n'y a pas de raison que j'ai un cancer du poumon, quoi. C'est ça. Ils sont malades, ils font le traitement, mais ils n'ont pas l'impression... Ils pensent que c'est faux. Un déni, quoi. Qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là ? Comment pouvez-vous les aider s'ils sont dans le déni ? Généralement, si je n'arrive pas à les sensibiliser, je passe la main au psychologue, évidemment. Parce qu'il y a des moments où ça dépasse mes compétences. C'est comme je dis aux patients, vous voulez me parler. Parfois, il y en a certains qui me disent, vous parlez, ça me suffit pour me libérer. Et maintenant, j'ai moins peur, je me sens en confiance. Et d'autres, je vois bien que la situation est vraiment bloquée. Ils sont dans le déni, dans la colère. Et alors là, je passe la main aux psychologues qui, elles, ont les armes, évidemment, et c'est évidemment leur métier pour... les outils, en tout cas. Les outils nécessaires pour pouvoir
essayer de maintenir le patient la tête hors de l'eau. Évidemment. Alors on a parlé des sentiments fréquents chez les patients. Chez les proches, c'est plus ou moins les mêmes types de sentiments ou bien c'est nuancé, voire vraiment différent? Non, souvent, c'est plus ou moins la même chose. C'est plus ou moins la même chose. Et c'est toujours aussi de la peur, du déni, de la colère. Mais parfois, c'est vrai que c'est un peu plus atténué que le patient. Souvent, la famille est beaucoup moins, peut-être parfois moins stressée, moins peur, pour ne pas justement rajouter une couche, je dirais, à la personne de sa famille qui est malade. Est-ce qu'il peut vous arriver d'avoir, par exemple, un patient qui est dans le déni, mais son compagnon ou sa compagne n'est pas dans le déni? Est-ce que ça vous arrive, ça? Oui, ça arrive, oui. Ou l'inverse, évidemment. Oui, ça arrive de temps en temps, oui. Et dans ce cas-là, c'est encore une fois la réaction de votre part de les envoyer, d'envoyer l'un ou l'autre et l'autre chez le psychologue, évidemment. Tout à fait, oui. J'essaye au maximum d'aider la famille, le patient. S'il y en a un qui est dans le déni et l'autre pas, c'est vrai que c'est compliqué. En pratique et dans votre rôle spécifique, comment pouvez-vous soutenir au mieux les patients? Il faut surtout être à l'écoute parce que c'est compliqué comme diagnostic, le traitement est difficile, donc être à l'écoute, ça c'est important. Il faut que les patients se sentent en confiance, donc il faut qu'il y ait un rapport de confiance qui se fasse entre le patient et l'infirmier de liaison, ou le patient et le médecin, c'est important aussi. Il faut qu'il y ait un rapport de confiance entre le médecin et le patient. Généralement, je veux dire, si vous n'avez pas le feeling avec l'oncologue qui vous soigne et que vous ne lui faites pas confiance, je veux dire, le parcours va être compliqué. Donc, c'est important. Dès le départ, il faut qu'il y ait un climat de confiance. Donc, beaucoup d'écoute, beaucoup de conseils. Évidemment, les conseils sont adaptés à chaque patient, évidemment. Donc, c'est une approche, je veux dire, très personnalisée, parce qu'un tel patient aura besoin de plus d'attention, d'autres en ont peut-être moins besoin. Donc, on essaye de s'adapter en fonction du besoin de chaque patient. Est-ce que vous pourriez donner quelques conseils essentiels aux patients pour les aider à se sentir bien physiquement pendant tout le trajet? Je les encourage à rester actifs et à vivre le plus normalement possible. Donc évidemment, quand je dis ça, ils me regardent avec des grands yeux en me disant « Oui, mais j'ai un cancer. » Oui. Moi, je suis passée par là et je peux vous dire qu'on peut garder une vie tout à fait normale. Je n'ai pas dit que c'était facile. Évidemment, on s'adapte. Je veux dire, il y a des jours où vous serez beaucoup plus fatigué. Donc, ce moment-là, vous vous reposez. Mais il faut garder une dynamique normale, familiale, une vie normale. Je leur demande de rester actifs, de ne pas, comme je dis, végéter sur le divan parce qu'ils sont malades. Non, ce n'est pas une raison pour rester allongés du matin jusqu'au soir. Donc, s'ils ont des enfants, je leur demande de rester le plus normal possible face à leur enfant. Parce que moi, évidemment, j'en ai 3. Donc, quand je suis tombée malade, j'ai essayé de me montrer au meilleur de ma forme devant les enfants. Et donc, j'essayais de vivre le plus normalement possible. Je les amenais à l'école, j'allais les rechercher, je faisais les devoirs, je faisais le souper. Et une fois qu'ils étaient au lit, j'avoue, je craquais émotionnellement. Oui. Je pleurais beaucoup le soir quand ils étaient au lit. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, ça reste quand même très dur. Donc, au bout de la journée, quand on s'est montré au meilleur de sa forme devant ses enfants, qu'on a essayé de vivre le plus normalement possible, à un moment donné, le corps lâche, le mental lâche. Et comme je dis aux gens, c'est tout à fait normal de craquer. Même, on peut être le plus fort possible et le plus courageux possible. À un moment donné, on peut craquer et on peut pleurer. À part votre exemple, mais vous pouvez continuer à vous appuyer sur votre propre histoire, bien sûr, mais au-delà de votre histoire, vous avez connaissance d'autres histoires qui sont arrivées à des patients qui sont passés près de chez vous. Est-ce que vous pourriez donner d'autres exemples concrets concernant des inquiétudes spécifiques ou particulières de tel ou tel patient que vous avez connu et comment vous avez pu solutionner ça? Ça arrive tout le temps qu'on doive s'adapter à chaque situation familiale. Donc, évidemment, si la personne veut absolument travailler, on ne va pas l'empêcher, évidemment, de travailler. On va essayer de trouver des solutions avec l'employeur. À la limite, même téléphoner à l'employeur pour voir s'ils ont des possibilités de travail réduit, à mi-temps médical ou des choses comme ça, pour que le patient puisse garder, un contact social. Parce qu'il y en a beaucoup qui, justement,
en étant malades, c'est déjà une chose, mais ils ont la rupture sociale, donc isolés à la maison, à attendre les chimios qui défilent. C'est vrai que certains ne peuvent pas assumer ça, donc ils préfèrent continuer à travailler. Certains n'y arrivent pas, évidemment, mais d'autres, c'est possible. Donc on essaye au maximum de les garder, qu'ils gardent leur travail. Maintenant, quand c'est pas possible, ce n'est pas possible. Alors aujourd'hui, le patient a davantage son mot à dire dans les décisions que dans le passé. Fort heureusement, on est bien d'accord là-dessus. Mais comment vous pouvez vous assurer que le patient peut réellement contribuer efficacement à son propre traitement, à son parcours ? Donc un climat de confiance, comme je l'ai déjà dit, doit s'instaurer entre le corps médical et le patient. Donc toute une équipe médicale gravite autour du patient, mais il faut rester lucide. C'est le patient qui a le dernier mot, comme je dis. Si à un moment donné, ça devient trop compliqué, que le patient est en bout de course et que psychologiquement ce n'est plus possible ou physiquement ce n'est plus possible, il faut qu'il soit conscient qu'il a son mot à dire et de dire au médecin « stop, je n'en veux plus ». Ça, c'est important que le patient sache qu'il a son mot à dire. Et que se passe-t-il lorsque vous avez un patient qui en a assez des traitements lourds, chimiothérapie, radiothérapie, etc. Est-ce que vous les réorientez vers des traitements, on va dire, de confort ? Donc, comme vous le dites si bien, il peut arriver qu'un patient en ait marre des chimiothérapies, veuille arrêter son traitement. Dans un premier temps, évidemment, l'oncologue ainsi que l'infirmier de liaison et toute l'équipe médicale essayent de convaincre le patient de continuer. Mais évidemment, c'est la personne qui décide elle-même j'arrête ou je continue. Donc, je leur dis souvent, si à un moment donné, vous n'en voulez plus, il faut le dire à l'oncologue parce qu'il doit l'entendre. Et parce qu'évidemment, un médecin voudra toujours continuer, toujours aller plus loin et toujours faire le maximum, mais un patient parfois dit « stop, je n'en peux plus ». Donc il faut que l'oncologue puisse l'entendre, et une fois que c'est entendu, et une fois que moi je l'ai entendu aussi, donc là, je fais appel à l'équipe de soins palliatifs, ou soins de confort, parce que c'est exactement la même chose, soins de confort, soins palliatifs. Ça ne veut pas dire que la vie est terminée, c'est des soins pour rendre ce fin de parcours, cette fin de vie le plus confortable possible. Est-ce qu'on peut considérer que dans la plupart des cas, les gens ont plutôt tendance à écouter vos conseils ? Souvent. Voilà, je suis une personne de référence, donc mon approche, elle est vraiment très spécifique. Je m'adapte à tous les patients. Je veux dire, c'est pas toujours évident, mais j'essaye de m'adapter au mieux. Et une fois que j'ai cerné chaque problème et que j'arrive à dispatcher, je vais dire, tous les besoins du patient, le patient se sent en sécurité, se sent en confiance, et là, alors, on peut avancer dans le projet de soins de manière optimale. Avec quelle proportion de patients vous allez jusqu'à dire « moi-même, je suis passé par là » ? La proportion, c'est compliqué. Il faut vraiment que je le sente. Si vraiment je sens que le feeling passe, mais que le patient a vraiment du mal, ça m'arrive régulièrement quand même de dire, parce que ça ne me pose pas de problème, de dire que je suis passée par là. Souvent, je vois comme une lueur d'espoir dans leurs yeux, en disant, si mon infirmière de liaison est passée par là, est toujours là sur ses deux pieds avec un sourire jusqu'aux oreilles, c'est que je peux y arriver. Surtout que vous précisez que c'était il y a 10 ans, il y a 12 ans, etc. Oui, c'est ça. Donc... Oui. Mais évidemment, c'était encore plus délicat quand je venais de sortir de ça. Souvent, j'avais 1 centimètre, 2 centimètres de cheveux sur la tête. Parfois, je leur sors même mon téléphone avec mes photos pour leur montrer que je n'avais plus de cheveux. Parce que pour les femmes, évidemment, quand elles perdent leurs cheveux, c'est une partie très compliquée aussi. Donc, je leur dis, je suis passée par là, j'ai perdu tous mes cheveux, j'ai mis des foulards, j'étais pas très perruque, mais... Et regardez comme j'étais bien, regardez comme j'étais belle. Ils me disent, ah oui, c'est vrai. Donc voilà, j'essaye de leur donner le sourire et de leur faire comprendre que c'est compliqué, mais on y arrivera. C'est super. Par ailleurs, il y a des patients qui peuvent avoir parfois des questions d'ordre financier, parce qu'un cancer, ça a un impact financier non négligeable. Dans ce cas, où peuvent-ils s'adresser en priorité ?
Donc, c'est vrai qu'on a de temps en temps des patients qui ont des grosses difficultés financières, qui viennent d'un milieu social compliqué. Donc, automatiquement, j'envoie un message au service social qui prennent contact généralement avec le patient pour trouver des solutions financières ou alors pour les transports. On trouve, des bénévoles qui peuvent s'occuper des transports des patients. Au niveau financier, c'est souvent prendre contact avec les mutuelles pour le remboursement ou faire remplir simplement les papiers. Il y en a certains qui n'arrivent même pas à remplir les papiers nécessaires pour tout ce qui est remboursement ou assurance hospitalisation. Donc le service social est là pour tout ordre financier, facture, mobilité, parce que quand ils viennent en radiothérapie, il faut savoir qu'ils viennent tous les jours. Donc il faut trouver un moyen pour que le patient dépende le moins possible de sa famille. Je ne dis pas que la famille ne peut pas être présente, mais certains sont seuls et ont besoin d'un bénévole et d'un soutien autre que infirmier ou médical, quoi. En règle générale, il y a toujours une solution. Oui, toujours. Alors justement, pour terminer, est-ce qu'il y a un ultime conseil que vous aimeriez partager avec les patients qui écoutent ce podcast ? Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas le premier à être malade, ni le dernier. Beaucoup de personnes, plus que vous ne le pensez, sont malades. Et toute une équipe est autour de vous pour faire en sorte que ça se passe au mieux, en fonction de vos besoins. Nous serons là pour vous apporter les aides possibles. Et souvent, je dis aux patients que moi, en tant qu'infirmière de liaison, je suis là pour rendre l'insupportable un peu plus supportable. Ça me paraît un excellent conseil, une très bonne conclusion. Merci infiniment pour tous vos éclairages. Merci encore. Merci à vous. Vous voulez en savoir plus sur vivre avec le cancer ? Alors n'oubliez pas d'écouter les autres épisodes. Partagez-le avec des personnes pour qui il peut aussi être un soutien. Merci d'avoir écouté et à la prochaine fois.